Les Jeux Olympiques de Paris 2024 viennent de se terminer et on analyse les performances de cette édition historique avec nos coups de cœur mais aussi nos coups de gueule. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu spécial dédié aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les attentes étaient énormes, alors quel bilan peut-on faire ? Quels sont les points positifs, les points négatifs et les défis à relever ? On va tout décortiquer et sans tabou. Et pour analyser ces Jeux 2024, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Belouz, entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme. Salut Fred, comment est-ce que ça va ? Est-ce que t'es pas trop fatigué ? Si t'es un peu comme moi, t'as la voix peut-être un petit peu cassée parce que il faut dire qu'on a, les derniers jours ont été assez intenses. Alors, salut Guillaume, bonjour à toutes et tous. Ouais, je finis un peu ces JO sur les rotules avec la voix un peu cassée parce que on a fini avec le marathon et j'étais sur le parcours, mais c'était vraiment génial. Mais on va en parler. On va en parler, on va prendre le temps parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ce que je te propose, Fred, c'est qu'on organise cet échange en 3 parties. Première partie, on va parler des Jeux Olympiques en France. Voilà, est-ce que ça a été une réussite ? Quels sont nos coups de cœur ? Les moments forts qui nous ont fait vibrer, les points faibles aussi de cette édition 2024. Tout confondu, on va pas parler que de l'athlétisme. En deuxième partie, là, on va faire un focus plus particulièrement sur le demi-fond et le fond, parce que c'est nos domaines de prédilection. Et puis en dernière partie, on parlera du marathon. On va analyser un peu les performances, le parcours, les performances tricolores, les performances aussi globales. Et puis on conclura si cette édition a été... on notera peut-être aussi cette édition. Et on verra aussi une perspective sur les Jeux de Los Angeles 2028. Est-ce que ça te va comme programme ? C'est parfait pour moi. Écoute Fred, ces Jeux étaient très attendus. Médiatiquement, on nous prédisait du cauchemar, des problèmes. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé maintenant qu'il touche quasiment à sa fin ? Alors effectivement, on a eu quand même de longs mois de JO bashing et honnêtement, là, on arrive à la fin et je pense qu'on peut honnêtement et de manière très objective dire que ça a été une vraie réussite à tous les niveaux. Donc, ça a été des super Jeux. Paris, il n'y avait pas de Paris finalement, parce qu'il y avait aussi Marseille, il y avait à Tahiti, il y avait différents sites. On a été, la France a été à la hauteur de ces JO, je trouve, vraiment. Est-ce que tu t'attendais à un tel spectacle ? Pas du tout, mais parce que je m'étais laissé entraîner, comme tout le monde, par le bashing qu'on avait constamment. Donc, je dis bon, ça va être un peu le fiasco. J'avais pas pris la pleine ampleur vraiment des différents sites parce que je pense que ça fait partie notamment de la réussite. Quand t'as l'escrime au Grand Palais, quand t'as des épreuves plein air, BMX, skate, qui l'arrivée aux Invalides du marathon. Voilà, la Concorde, place du Trocadéro, l'équitation à Versailles. Enfin voilà, c'est les sites ont aussi beaucoup joué et vraiment je m'attendais pas à ce que ça soit aussi flamboyant. Et l'engouement du public, on en a beaucoup parlé. Les Français ont adhéré à ces Jeux Olympiques 2024. Les étrangers aussi ont eu des étoiles plein les yeux. Et t'es surpris par cet amour des Français pour les sports olympiques ? Parce que ça aussi, c'est inattendu. Alors, on sait que de toute façon, quand il y a des grands événements sportifs et que finalement, on va dire le pays, la nation répond à cet enjeu-là, il y a toujours un engouement qui se crée. Donc là, on a eu la chance que ça s'engage très positivement assez rapidement. Donc du coup, je pense qu'il y a une forme d'adhésion. Mais il y avait peut-être aussi, je ne veux évidemment pas faire de politique, mais on sort quand même d'un cycle qui n'était pas forcément top au niveau sociétal, politique en France. Et je pense que ça a fait une vraie bouffée d'air en tout cas pour les Français, ce qui les a rendus visiblement plus agréables parce que quand on entend un peu ce qui se dit dans les médias étrangers, on souligne le fait que la France a été très accueillante et que les touristes étrangers sont surpris qu'on soit gentil. Donc c'est plutôt pas mal ça. Non, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de bienveillance, il y avait
il y avait un besoin de se rassembler et fédérer. Et tu sais, on avait eu cet échange justement sur l'universalité des Jeux Olympiques, sur le fait que c'est aussi un événement qui doit être neutre, éloigné des enjeux politiques, religieux. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être critiqué parce que des fois, les athlètes ont envie de se prononcer, ont envie de s'engager. On va voir d'ailleurs dans la partie 2 que certains athlètes français ont eux aussi voulu faire un petit peu de politique. Et voilà, moi je m'étais positionné en disant je suis contre ça. Vraiment, il faut pas parler de politique, faut pas parler faut pas diviser les gens, faut les rassembler. Et c'était un moment donné où les gens aussi avaient, voilà, où c'était pas forcément très bien perçu. Et je pense que là, on se rend compte de ce côté merveilleux d'avoir communié tous ensemble, peu importe nos opinions, peu importe nos différences, on s'est rassemblés autour du sport et c'est ça la magie des JO, c'est quelque chose qu'il faut préserver et il faut conserver. Voilà, et je pense que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on n'ait pas le droit de faire de politique sur les Jeux. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai pour les JO parce que il y a toutes les disciplines, enfin, faut pas dire tous les sports, évidemment, il y a plein de sports qui sont pas aux JO, mais c'est quand même assez universel. C'est mondial. Il y a des pays qu'on ne verrait pas dans d'autres compétitions internationales. On va prendre les grandes compétitions, par exemple la Coupe du Monde de foot, qui est certainement une des plus grandes compétitions après les JO. Il y a tout un tas de nations qu'on trouve pas. Donc là, c'est vraiment encore plus universel et on a besoin de se rassembler. Le temps arrivera où il y aura de la récupération politique ou de l'utilisation politique de ces JO. Nous, c'est pas notre affaire parce qu'on parle sport. Donc, au moins dans cette fenêtre de 15 jours, qu'on ait pu un maximum éviter ça, c'est super. Et ça s'est vu dans la communion dans le public français, mais dans l'ensemble du public. Beaucoup d'athlètes, et notamment sur le stade olympique, je vais l'appeler comme ça, le stade de France, ont été surpris. Vraiment de la ferveur et de l'ambiance qu'il y avait, et ça a été vrai aussi sur les autres sites, notamment au Grand Palais pour l'escrime, où les escrimeurs ont rarement combattu. Alors on dit pas combattu, hein, je m'excuse pour les spécialistes de la discipline, mais ont tiré le fer rarement dans des conditions comme ça. Hein. Mais c'est vrai que les Français sont passionnés pour les Jeux Olympiques. Les JO, ça fonctionne toujours bien en France, mais c'était pas non plus l'engouement qu'on peut avoir comme aux États-Unis, comme en Angleterre, comme aussi en Amérique du Sud, où c'est vraiment quelque chose de énorme. Ça faisait 100 ans que les Jeux n'étaient pas en France, donc c'est vrai qu'on avait peut-être du mal à s'imaginer ce que représentait d'accueillir les Jeux Olympiques, et aujourd'hui les Français le savent. Je pense que pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, il y aura beaucoup plus d'intérêt de tous les Français. Et moi, je te donne un exemple. J'ai des voisins qui s'intéressent pas du tout au sport. Vraiment, c'est pas du tout leur domaine. Et là, ils venaient me voir, ils me parlaient, ils me disaient alors Guillaume, t'en as pensé quoi et tout. Ils sont intéressés au sport et c'est des gens qui vraiment, même la Coupe du Monde de foot, ne s'intéressaient pas à ça. Et c'est ça aussi la force, c'est qu'on a donné cette passion, ça a été transmise aux gens et même aux sédentaires. Et ça, c'est incroyable. Et j'étais, tu vois, au Club France et voir que, je sais pas, quand tu vois Léon Marchand sur des finales de natation avec du monde, tu sais, c'était des fan zones comme en Coupe du Monde où les gens ils hurlaient, ou même le ping-pong, mais tu vois jamais une ambiance pour un match de ping-pong. Là, c'était l'impression d'être une finale de Coupe du Monde. C'est vrai que moi, voilà, j'étais content pour eux, mais un petit peu frustré parce que je me suis dit, on n'a pas eu ça pour l'athlète. J'attendais aussi de me dire, voilà, il va avoir une ambiance Coupe du Monde, une fan zone, des gens qui vont hurler pour le 1500 mètres, pour le 10 000 mètres. On va voir que ça n'a pas forcément été le cas. Donc, je suis très content pour la natation, le ping-pong, mais c'est vrai que pour l'athlétisme, là, l'engouement a été un peu plus restreint. On en parlera tout à l'heure. Mais il y a eu des choix qui ont été faits au niveau médiatique, et c'est vrai que je vais pas dire que c'est passé inaperçu, mais pour une discipline qui est normalement la reine en France, voilà, il n'y a pas eu un engouement comme on a pu avoir sur le tennis ou la natation. On en reparlera, mais c'est aussi, on en parlait lorsqu'on avait fait notre émission, on va dire, d'ouverture des JO, un peu avec nos pronostics. On manque de grandes figures. Peut-être la plus grande figure de l'athlète actuel, encore en activité, c'est Kevin Mayer, mais il n'était pas présent. Tu vois, par exemple, on en parlait, alors je fais très vite là, mais si Kevin Mayer avait été présent sur le décathlon homme, je pense qu'on aurait beaucoup plus vu le décathlon des JO. Et c'est malheureux pour notre représentant qui était là et qui lui a bataillé, a concouru un peu dans l'indifférence générale. C'est aussi, je veux dire, la loi des JO, c'est qu'à un moment, si un sport, si on brille plus dans un sport que dans un autre, c'est ce sport-là qu'on met en avant. C'est aussi une réalité, quelle que soit l'importance du sport. Finalement, à un moment, le tennis de table va prendre le pas sur l'athlète, et c'est comme ça. Et finalement, ces sportifs-là ont que tous les 4 ans, hein, on le dit, on le redit, mais c'est bien de le souligner. Il y a beaucoup de disciplines, ils ne brillent, ils sont mis en avant que tous les 4 ans, donc.
que l'athlète soit mis un peu en retrait, elle qui a des rendez-vous beaucoup plus réguliers. Et ben voilà, c'est à nous de faire en sorte qu'on soit sur le devant de la scène. Bon, j'aurais quand même aimé voir comme ce qu'on a vu au tennis ou à la natation. Également, moi aussi évidemment. Mais bon, voilà, comme tu dis, on est content pour ces sports-là et c'est super. Et justement, deuxième point, est-ce qu'il y a des loupés dans ces JO? Est-ce que toi, tu as des regrets? Est-ce que tu penses qu'on a foiré des choses? Les points plutôt faibles de ces Jeux, selon toi? Alors au niveau de l'organisation, je crois pas, mais après j'étais pas dans le détail des choses. Certains pourront peut-être faire valoir que là ça a pas ci, ça voilà. Ça s'est pas vu en tout cas. Moi, de ma fenêtre, je l'ai pas forcément vu. Il me semble que c'était plutôt bien passé. On nous prédisait un peu l'enfer dans les transports, que ce soit les transports en commun ou sur la route, ou les athlètes pour les transporter à droite à gauche. Il y avait une voie réservée du périph' pour les JO et c'était un peu le cataclysme dans le monde parisien. Il y a encore quelques semaines en disant c'est inacceptable et tout, et finalement on voit que tout s'est bien goupillé. Donc j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, et aussi en termes de sécurité, on insiste beaucoup, mais il y a des enjeux de sécurité sur un événement comme ça. Ça s'est bien passé. Après, moi je dirais, il y a peut-être eu, mais là je prends plus la lanterne attelée, des petits couacs sur les retransmissions, notamment on a le début vraiment de l'attelé avec la finale du 10 000 mètres, notamment avec Jimmy Gressier et Yann Schroeb, n'a pas été vu en direct, enfin pas sur le groupe France Télévisions. Derrière, on a eu aussi d'autres choses qui sont passées qui m'ont un peu interpellé sur comment on priorisait les disciplines. Le 110 mètres haie qui a été coupé aussi. Exactement. Les débriefings aussi il y a un truc, du coup, je vais en parler maintenant, qui m'a un peu choqué hier. Alors après, c'est peut-être parce que je suis sensible et que je défends vraiment les athlètes françaises, mais on avait Agathe Guillemot qui, effectivement, elle n'est pas sur le podium, mais elle sort de JO exceptionnels, on en reparlera, qui était interviewée. Et à ce moment-là, Moutaz Barchim allait faire un saut important pour le concours du saut en hauteur. Mais Moutaz Barchim, c'est pas un athlète français, donc il est plus au niveau qu'il avait avant. Voilà, alors il fait quand même médaille de bronze, mais voilà, et en fait elle commence à parler, on lui dit attendez Agathe, on va vous couper, on va regarder le saut de Moutaz Barchim, puis on vous reprend après. Honnêtement, je trouve ça scandaleux, et en plus je suis persuadé, mais là je fais un peu un procès d'intention, que si ça avait été Kevin Mayer par exemple, on en parlait en interview à ce moment-là, on l'aurait pas coupé pour regarder Moutaz Barchim sauter. Si ça avait été un sauteur français, oui, on coupe pour encourager un compatriote, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça m'a un peu dérangé, j'ai trouvé ça pas hyper respectueux, mais je suis peut-être un peu sensible sur la question. C'est vrai que sur la retransmission, niveau athlétisme, alors je vais pas dire que les athlètes n'ont pas forcément été respectés, mais ça a commencé très mal avec le 10 000 mètres qui n'a pas été diffusé. On a reçu plein de messages parce que les gens, voilà, ils avaient qu'une envie, c'était de voir le 10 000 mètres à la télé, qui reste quand même le 10 000 mètres au niveau Jeux Olympiques. C'est une course dans l'histoire des Jeux Olympiques très importante. Pas été diffusé, on voyait à la télé des replays de Léon Marchand, des cérémonies protocolaires. Bon, après c'est vrai que il était à son prime, Léon, on est content pour lui, mais voilà. En fait, si on n'avait pas Eurosport, si on n'avait pas accès à ces chaînes-là, honnêtement, ça a été très très compliqué de suivre l'athlétisme en France. Même le marathon olympique, France Télévisions a fait le choix de le diffuser sur France 3 et non sur France 2. Donc on voit quand même que, en tout cas, l'athlétisme n'a pas vraiment été considéré par France Télévisions. Alors c'est pas qu'ils n'aiment pas l'athlétisme, c'est aussi le reflet de leur perception de ce que veulent voir les téléspectateurs. Est-ce qu'aujourd'hui les Français se sont intéressés à l'athlé? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit le traitement médiatique. Honnêtement, si on sort des passionnés d'athlé que nous sommes, je pense que les Français s'intéressent aux disciplines où on brille, où on est susceptible de briller. Voilà, tout simplement. Et un grand média national, public de surcroît, entre guillemets, sert ce que les gens ont envie de voir, et là où on est susceptible de briller et mettre en avant les athlètes français qui sont en mesure d'avoir des médailles. Donc ce choix-là, dans un sens, il peut se comprendre, hein. J'entends déjà les gens hurler quand ils vont entendre ces paroles-là, mais je le dis vraiment en essayant de me dissocier du fait que moi je suis un fan d'athlé. Moi j'aurais aimé qu'on voie que l'athlé, et puis que ce soit sur France 2 de A à Z, toutes les séries, toutes les qualifs, tout, évidemment. Maintenant, j'entends qu'un média privilégie les disciplines où on est vraiment susceptible de monter sur la boîte ou d'avoir de très bons résultats. Ton coup de cœur chez les médailles d'or, peu importe le sport, la discipline, si tu dois retenir une médaille d'or, ce serait laquelle?
Alors, je retiens celle du rugby à 7 parce que ça a été la première médaille d'or française. Donc, je pense qu'elle a lancé une dynamique. On dit souvent que la plus dure. Si on avait mis 3-4 jours à avoir une médaille d'or, ça aurait peut-être été plus difficile. Elle intervient juste parce que la finale, si je dis pas de bêtises, était le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Donc, tout de suite, une médaille d'or. Avec un sport que moi je connaissais vaguement, le rugby à 7, honnêtement. C'est la première fois vraiment que je regarde des matchs avec un sport qui est exceptionnel, qui est intense. Je pense que beaucoup de gens l'ont découvert et avec une figure de proue, une tête de gondole avec Antoine Dupont qui vient du 15. Et en fait, on avait tout réuni. Ils ont répondu présent parce qu'on les attendait fortement, et notamment Antoine Dupont. Et du coup, ça a lancé une bonne dynamique dans un Stade de France en feu qui était quasiment plein. Ne serait-ce même déjà pour les matchs qui avaient lieu avant la cérémonie d'ouverture, parce qu'ils ont commencé quelques jours avant. Donc vraiment, moi, c'est celle-ci que je retiens parce que c'est la première. Et du coup, elle a lancé la dynamique. Et moi, ça m'a mis, à titre personnel, déjà direct dans les jeux à fond. Ouais, c'est vrai que c'est top de pouvoir avoir tout de suite cette médaille d'or, surtout sur un sport collectif avec Antoine, qui est une figure aussi du sport français. Et je pense qu'effectivement, sans ça, on n'aurait peut-être pas eu autant un engouement, une adhésion en tout cas de tous les Français aussi vite dans les Jeux. Donc effectivement, c'est une bonne médaille. Moi, je retiens évidemment, c'est Cassandre Beaugrand sur cette médaille d'or olympique, parce que voilà, Cassandre, c'est aussi c'est une histoire compliquée, c'est aussi des hauts, c'est aussi des bas, sur un parcours aussi vélo qui était assez technique, où voilà, franchement, ça a été pour moi énormément d'émotions, et très très content de voir Cassandre obtenir enfin cette médaille d'or. On avait plein de grands triathlètes, mais on était un petit peu maudits sur les championnats olympiques, et ça y est, cette malédiction elle est bouclée. Et une déception peut-être chez les médaillés, peut-être une médaille que t'attendais qu'on n'a pas eu, tout sport confondu aussi, avant de parler de l'athlétisme. Alors tout sport confondu, pas de déception, je dirais, parce que c'est un peu dur. Un petit pincement au cœur avec les handballeurs qui sont arrêtés très tôt dans le tournoi, mais on avait senti avec leur début de tournoi, on attendait tellement d'eux, parce que ils dominent, mais quand même ils sont en tête d'affiche du handball mondial depuis maintenant 2012. Depuis l'époque Barjot, et il y a eu différentes générations qui se sont succédées. Ils ont eu un début de tournoi qui a été catastrophique, et finalement, leur élimination précoce était prévisible, mais ça fait quand même mal au cœur, parce que quand on attend beaucoup, on est beaucoup déçu. Il y a l'aviron aussi, ça s'est pas très bien placé. Évidemment aussi l'athlétisme. Moi, je retiens le relais, évidemment, sur triathlon. Je suis très triathlon, t'as vu. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est une médaille d'or qu'on attendait. Et puis malheureusement, cette chute, on finit quand même 4e, alors qu'on était à 1 minute de retard avec Cassandre Beaugrand qui fait une course incroyable. On finit 4e, quoi. C'est horrible. J'aurais vraiment préféré qu'on finisse 7e, 8e. Là, on se dit vraiment, la médaille d'or a été pour nous. Ça s'est joué à peu de choses. On peut pas en vouloir aux athlètes, mais oui, il ne s'agit pas d'en vouloir, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que cette 4e place, elle est assez incroyable. Tu parlais de Cassandre tout à l'heure. Effectivement, elle avait une histoire assez contrariée avec les JO. Finalement, c'est pas plus mal que cette médaille d'or lui arrive à Paris. Enfin voilà, on retiendra ça dans sa carrière sportive. Et sur le relais, elle a fait une partie course, mais qui à elle seule démontre tout son talent, et finalement nous démontre aussi que sur l'épreuve féminine individuelle, elle en a vraiment, je vais pas dire gardé sous la semelle, mais elle était vraiment en maîtrise. Et c'est vraiment une des figures de ces JO, effectivement, sur le sport français. Et au niveau des classements des médailles, alors c'est pas tout à fait fini, parce que voilà, là, à l'heure où on enregistre cette émission, le marathon féminin vient de se terminer. Mais pour l'instant, on est 5e du tableau des médailles. Premier pays européen, la Chine en tête, les États-Unis, l'Australie, le Japon et la France en 5e position, avec 16 médailles d'or. C'était l'objectif de notre président, c'est d'être dans le top 5. Je pense que là, pour l'instant, en tout cas, on est dans les clous. Alors, sur tout sport confondu, je pense que ces JO sont une vraie réussite pour le sport français, parce qu'on bat le total de médailles récoltées sur une Olympiade, et on le bat largement. 62 médailles. Voilà. Le précédent record, c'était 42 ou 43, si je dis pas de bêtises. On fait moins que les Anglais à Londres, quand même. Voilà. Et le truc, c'est qu'on bat aussi le nombre de records de médailles d'or. Alors, à date, on a une médaille d'or de plus que notre record qui datait de Rio.
mais peut-être une médaille d'or en plus avec notamment ou deux avec le pentathlon moderne féminin et le basket féminin. Mais globalement, le sport français s'en sort vraiment la tête haute. Alors effectivement, comme tu dis, moins que les Anglais lorsqu'ils ont eu les JO chez eux. Mais sur le nombre total de médailles, à quelques encablures presque, si je dis pas de bêtises, c'était à 68-69. Par contre, ils avaient eu beaucoup plus de médailles d'or. Mais je lisais notamment ce matin une interview de Claude Onnestin, le responsable de l'Agence nationale du sport, donc la haute performance française qui préparait ces JO. Les Anglais avaient fait des choix différents, notamment ils avaient décidé de mettre des sports totalement de côté et s'étaient recentrés en fait sur 12 fédérations pour maximiser le potentiel de médaille d'or. Alors là où nous, on dépasse, on est à 16 ou 18 fédérations qui sont englobées par cet objectif médaille. Donc on a fait un choix qui est plus universel et je pense que c'est tout à notre honneur. La Chine aussi a une logique très stratégique dans ses médailles d'or. Les Américains aussi, on le voit notamment dans l'athlétisme, ils récupèrent plus de 30 médailles. Donc ils vont vraiment miser sur là où il y a le plus de médailles à gagner et délaisser d'autres sports. Et c'est vrai que nous, comme tu dis, on est plus universel. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? On finit quand même 5e. Voilà. Alors après, c'est pas pour faire parce que je le critique tout le temps quand j'entends des athlètes français refaire des sous-catégories dans les classements. Mais faut quand même aussi être assez honnête. La Chine et les États-Unis, on n'est pas dans le même monde. C'est des pays qui sont à l'échelle d'un continent. C'est comme si on avait une équipe qui est Europe, honnêtement, même si par rapport aux États-Unis. D'ailleurs, si on met l'Europe, on est devant tout. Et la Chine, c'est 1 milliard d'individus. Donc c'est un truc un peu mathématique. Plus on a une population importante, plus on a de capacité. Donc voilà. Donc c'est assez classique. Et aussi, je ne sais pas s'il faut le mettre en bémol, évidemment, parce que l'histoire des JO est faite ainsi, et c'est déjà arrivé qu'il y ait des pans entiers de pays qui ne soient pas présents. L'absence des athlètes russes impacte aussi le bilan global. Faut aussi se le dire. À Londres, il y avait des athlètes russes. Là, il n'y en a pas pour des raisons politiques et autres. Mais voilà. Écoute, Fred, donc globalement, très beau JO, des Français qui ont brillé. Magnifique JO. Voilà, Magnifique on s'est JO. régalé. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à la deuxième partie de notre émission et qu'on s'intéresse à l'athlétisme français. T'es OK pour ça, pour discuter de tout ça ? Ouais, je suis OK, même si ça risque d'être un peu plus douloureux. C'est parti. Fred, intéressons-nous maintenant au bilan de performance de nos Français sur l'athlétisme. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux sur le nombre de médailles et sur les attentes et le bilan ? Du coup, ça va être assez simple. Malheureusement, dans un sens, une seule médaille, une médaille d'argent sur le 100 mètres haies avec Sirena Samba Mayela. C'est la seule. Alors, on peut louer nos compétences de pronostiqueur, puisque lorsqu'on a fait le pronostic, alors on était allé jusqu'à 5 médailles, rappelons-nous, mais c'est la seule pour qui on avait dit, s'il doit y en avoir qu'une, ce sera elle. Elle a répondu présente, en plus de peu par rapport à la médaille d'or, donc c'est vraiment une belle médaille, c'est pas une médaille de raccro. Donc voilà, quelques belles 4e places. On va notamment parler du 3000 steeple féminin, du 4x100 mètres féminin également. Des petites déceptions avec la 6e place de Gabriel Tual qu'on voyait mieux. Qui a fait une super course quand même. On reparlera du 800, mais qui a fait de très beaux JO, même de manière globale. Des belles courses aussi. Alors, on a eu des record d'Europe avec Alice Finot sur le 3000 steeple. On a eu un record de France, on va dire stratosphérique sur 10 000 mètres, même si c'est qu'une 13e place. Moins de 27 minutes. Moins de 27 minutes pour Jimmy Gressier. Donc, c'est une performance de très haut niveau. Ça n'a pas suffi, malheureusement. Sur les concours, on a été un peu plus absent, que ce soit les lancers ou les sauts, malheureusement. Mais on sait que... perche à côté parce qu'on avait des espoirs avec Thibaut Collet. Alors moi j'étais pas allé jusqu'à le placer sur le podium, mais sa perf de l'année lui permettait d'y penser. Mais bon, il est même pas entré en finale. Mais sur les autres concours, on est
Et il n'y a rien contre les athlètes, parce que souvent quand on le dit, les athlètes concernés le prennent mal, et je l'entends. Mais on sait qu'on est un peu léger à l'heure actuelle sur l'ensemble des concours, et que c'est pas forcément là qu'on va attendre des médailles à l'heure actuelle. Sur les courses, ça dépend des courses. Le sprint masculin est assez décimé, faut être honnête. On n'a pas trouvé la relève pour l'instant. Espérons que ça vienne. Et le féminin, pareil, patine un peu. Et le demi-fond, il y a quand même des émergences. Donc voilà, il y a une forme de déception, évidemment, parce que on le disait, la France a battu le nombre total de médailles sur une Olympiade. Le nombre total de médailles d'or sur une Olympiade, ça veut dire que l'ensemble du sport français a répondu présent. Et l'athlète n'a pas répondu présent. Il faut être aussi assez honnête. Avec l'aviron, je pense qu'il y a peu de sports qui ont vraiment, je ne vais pas dire déçu, mais en tout cas... Après, on n'a pas répondu présent par rapport à une attente de JO à domicile, par rapport à ce qu'est la réalité de la France en Jeux Olympiques depuis 2000. On est globalement, à Sydney, c'est 0 médaille. À Athènes, c'est 2 médailles. À Pékin, c'est 3. À Rio, éclairci, on en a 6. C'est vraiment le gros truc. Derrière... Tokyo, on en a une seule. En fait, on est dans ce qu'on fait habituellement. La seule éclaircie... Il n'y a pas eu de miracle, quoi. Voilà, la seule éclaircie qu'il y a eu au cours des 20 dernières années, c'était Rio. Et on espère toujours que quand il y a les JO à domicile, on puisse être en capacité de reproduire ça. Néanmoins, on a quand même des athlètes de très haut niveau. On l'a vu sur les championnats d'Europe récemment. Mais ça ne fonctionne pas. On a les talents, on a les infrastructures en France. Mais ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'athlétisme français, au vu de ses performances, au vu des attentes que le public avait, est en crise ? Je pense que si on dit l'inverse, on se voile un peu la face, très sincèrement. Et quand on dit ça, c'est pareil, c'est pas contre les athlètes qui ont fait leur maximum, mais on voit aussi que les JO n'ont pas été réussis sur le stade, sur la piste et en dehors de la piste. Il y a eu beaucoup d'histoires un peu, on va dire, connexes à l'athlé. On a vu que, notamment aussi pendant les JO, on a vu un article passer dans le grand média du sport français, Romain Barras, qui disait qu'il y avait des comportements inappropriés. On a eu sans vraiment préciser lesquels d'ailleurs. On sait pas trop, mais donc il y a pas trop l'intérêt de. On a eu. S'il faut faire passer un message aux athlètes, autant leur dire directement ou être transparent avec le public. Voilà, il y a eu des trucs, donc on sait pas exactement quoi. On a eu des histoires d'athlètes, notamment un athlète qui passait devant le TAS pour être intégré au 4x100 mètres, au relais 4x100 mètres. On a eu des histoires d'athlètes qui étaient suspendus en recours, d'autres qui étaient présumés blessés, qu'on a dit pas blessés, et puis 24 heures avant, on doit les remplacer. On sent qu'il y a eu des trucs autour. Des polémiques aussi sur Twitter, on en parlera avec le cas on a eu des polémiques. On sent que quand même l'ambiance globale, en tout cas ce qui se dégage quand on est spectateur, quand on est extérieur à tout ça, c'est que tout ne semblait pas non plus réuni. Alors peut-être les principaux intéressés diront le contraire, mais tout semblait pas forcément réuni pour que vraiment on aille au combat pour amener le maximum de médailles. Alors moi je vais te dire, parce que j'étais souvent au Club France, je parle aussi avec d'autres délégations et clairement je vais pas dire que je m'en suis pris plein la figure, mais voilà, même les tirs à l'arc ils me disaient voilà, qu'est-ce que vous foutez à l'athlétisme, enfin voilà, c'était pas forcément évident de défendre l'athlétisme, même si nous, entre nous, on a plein d'explications et on semble, la remise en question, elle semble un peu plus compliquée. Dans les autres sports, clairement, c'est drapeau rouge pour l'athlé. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? On parle d'un niveau une densité qui est extrême. On parle, c'est vrai que c'est un sport qui est très universel, qui est accessible à tous par rapport à d'autres sports. Du coup, tout le monde peut prétendre toutes les nations peuvent prétendre à du très haut niveau. Et c'est vrai, ça c'est une réalité. Est-ce que pour toi, cet argument, il est valable ? Pas totalement. Je vais reprendre mon rôle de Premier ministre, donc Premier ministre normand. Oui et non. C'est valable sur le marathon, c'est valable sur le 10 000 mètres, voire sur les courses de fond. C'est moins valable sur les concours. Je veux dire, je suis pas sûr que le saut à la perche, que le triple saut ou que les courses de haies soient plus universelles qu'un certain nombre d'autres sports. Très sincèrement, les courses de fond, les courses de sprint, un peu évidemment beaucoup plus. Là-dessus, il n'y a pas photo. Donc, je pense que cet argument, il est à nuancer suivant les disciplines. Il n'explique pas tout.
On va prendre l'exemple du 1500 mètres féminin. Évidemment, il y a une densité de fou, à un niveau qui a explosé avec les chronos qu'a fait Agathe Guillemot durant cette Olympiade. D'autres Olympiades, mais sans remonter il y a 50 ans, il y a 10 ans. C'était un top 5 assuré et on pouvait rêver de podium. Maintenant, tu fais 3,57 pardon, sur 1500 féminin. T'es 8e. Voilà, t'es 9e, t'es presque anonyme. En fait, même au top niveau mondial, tu deviens anonyme. Et pareil sur le marathon. Il y a 10 ans, tu avais 3 athlètes en 2,6 et moins. Tu pourrais rêver d'un gros chrono. Maintenant, tu en as espéré une place dans le top 20. Alors pour toi, si l'argument de la densité n'est pas vraiment celui qui explique tout, pour toi, quelles sont les raisons de ce manque de compétitivité et de performance française? Je pense que c'est multiple. C'est comme tout. La question qui peut se poser, c'est est-ce que nos athlètes y croient suffisamment? Certains oui, alors j'entends, certains vont hurler, mais est-ce que vraiment ils se disent on peut vraiment rivaliser avec ces athlètes-là? Je suis pas certain. Je pense que des fois il y a des barrières psychologiques, mentales, qui sont tellement fortes que peut-être même elles sont inconscientes, où on se dit de toute façon, moi je vais y aller pour me battre pour la 3e, 4e, 5e, voire haute place. Et d'autre part, peut-être qu'il y a un manque d'organisation et d'accompagnement très certainement au niveau fédéral. Enfin, tout ne peut pas être mis sur les athlètes. Un manque de travail aussi de détection et d'accompagnement, mais tôt dans le temps, des JO, ça ne se prépare pas sur 2 ans. Dès l'annonce de l'attribution des JO à Paris, c'est là qu'aurait dû commencer le gros du travail. La nouvelle organisation de la fédération avec un DTN qui s'occupe plus de la haute performance, et à l'heure actuelle c'est Romain Barras, elle date de 2 ans. Donc c'est 2 ans. Avant on avait eu Florian Rousseau qui venait du cyclisme, qui s'occupait de ça. En fait, c'est-à-dire qu'on a une structuration pour amener aux JO qui date de 2 ans. Qui manque de cohérence et de continuité. Alors qu'une Olympiade, elle ne se prépare pas sur 2 ans, elle se prépare sur 4, sur 6 ans, parce qu'il faut amener les athlètes. On dit qu'un certain nombre d'athlètes ont aussi été un peu, certains ça les a transcendés, d'autres paralysés par l'enjeu. Donc c'est aussi le manque d'expérience au plus haut niveau. Mais ça, c'est aussi à la Fédé, notamment sur des JO, sur des championnats du monde, à peut-être élargir les délégations pour s'habituer à ça et de se dire comme ça, quand ça a lieu, vraiment l'objectif absolu, ils sont prêts. Et après, moi je suis pas dans le détail de la préparation des athlètes. Je fais quand même confiance évidemment aux entraîneurs et au fait que ces athlètes donnent tout. Mais pourtant, c'est pas le cas. Quand tu regardes les meilleures performances, les season best ou les records personnels, il y en a eu très très peu. On a vu des très belles choses, mais on a vu des choses aussi qui laissent quand même supposer est-ce que vraiment les athlètes étaient dans leur pic de forme. Il y a une petite polémique en ce moment, c'est les athlètes étaient dans leur pic de forme pendant les Europes à Rome et pas du tout pendant les Jeux Olympiques. C'est quand même l'événement d'une vie. Comment on peut arriver en étant affaibli, fatigué? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choix de sélection avec du calendrier qui sont à remettre en question? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une planification quelquefois qui a été foirée? Je pense que ces questions-là, on est en droit de se les poser, quoi. Ça, on peut clairement se les poser. Et notamment, c'est pour ça que je dis que la fédération a aussi sa part de responsabilité. Si on prend le mode de sélection, alors il fallait faire des minima et derrière il fallait répondre présent au championnat de France élite pour la piste, le marathon est à part. On a des athlètes qui visiblement, et là je vais prendre l'exemple du 3000 mètres steeple, on a des athlètes qui sont quand même allés concourir visiblement à la limite de la blessure aux France élite pour avoir leur qualification et sont donc arrivés diminués au JO. Ils avaient perfé avant. Voire blessés. Voilà. Et en fait, on est sur un système un peu mixte avec les trials américains. Mais on n'est pas les États-Unis, on n'a pas un tel vivier. Donc, quand aux trials, on a des athlètes qui passent à la trappe, c'est parce que derrière, on a des athlètes d'un calibre égal qui arrivent à compenser souvent. Faut aussi être honnête avec la densité de l'athlétisme français. On n'a pas ça. Donc, peut-être que ce système-là n'est pas adéquat. Honnêtement, peut-être. Enfin, voilà, ça serait un peu présomptueux de ma part de dire voilà, on a toutes les solutions, nous on est un peu loin. Et puis de toute façon, il n'y a qu'à Faucon, on sait que c'est pas aussi simple que ça. Donc, à mon avis, il y a des choses à ce niveau-là. Je parlais du 3006, j'en avais parlé lors de notre émission inaugurale. Je pense qu'un athlète comme Djilali Bedrani
qui a une expérience des rendez-vous de haut niveau, qui avait notamment répondu présent au championnat du monde à Doha, qui après avait traversé une période un peu plus difficile, mais est revenu au plus haut niveau, qui était le seul athlète à avoir fait 2 fois les minima cette année, juste parce qu'il est dans une méforme, entre guillemets, passagère au France Elite, il fait 4e, on le sort de la sélection. Est-ce que c'était vraiment, c'est pas pour dire que ceux qui étaient présents étaient pas au niveau, attention, il y a aucune attaque personnelle, mais est-ce que, moi je suis persuadé que on aurait eu au moins un finaliste s'il avait été là, et en plus avec son expérience du haut niveau, il aurait pu partager avec les autres steeplers, sélectionner et partager ça. Je pense que aussi des cadres, des locomotives, ça manque. Je pense que l'absence d'un Kevin Mayer dans une délégation olympique, ça manque aussi énormément. C'est vrai, une équipe de France assez anarchique, où aussi certains athlètes, avant les Jeux, n'hésitaient pas à attaquer leur fédération. Hein. Il y a eu des propos qui ont été très durs, qui ont été dits à quelques mois des Jeux. Est-ce que la fédération, aujourd'hui, elle est respectée par les athlètes ? Moi, je pense que non. Honnêtement, je pense que non. Je pense que les torts sont partagés. Lorsqu'on n'est pas respecté, c'est qu'à un moment aussi, je ne vais pas faire le chef militaire, mais c'est qu'on n'a pas su imposer sa discipline. Parce qu'on l'a vu, on a vu des athlètes qui sont passés en commission disciplinaire avant les JO, à la suite de contestations de non-section d'Europe. On peut le faire auprès de la Fédé et tout, s'ouvrir dans les médias ou sur ses comptes réseaux. Je pense que ça dénote aussi un certain manque de professionnalisme. On l'a vu encore là, la veille du marathon, un athlète qui était non sélectionné parce qu'il avait fait le 5e temps. Benjamin Choquer. Voilà, on entend la frustration. Est-ce que c'est le meilleur service à rendre à l'équipe de France olympique de commencer à régler les comptes avant que la course ait lieu et dénoncer l'amateurisme parce que c'est très amateur de dire ça quelques jours avant. Enfin, je veux dire, il faut la veille. Enfin voilà. Si on avait eu, parce que c'est pas les délégués de classe, on n'est pas dans un BDE d'étudiants quoi. Voilà, pour expliquer pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, il y avait notamment le fait qu'Hassan Chadi finalement soit prévenu de sa sélection moins de 24 heures avant la course et doit prendre vite fait un train de Montélimar. Si on avait un qui avait à se plaindre, c'était Hassan Chadi. Hassan Chadi, c'est un athlète professionnel, il a toujours répondu au plus haut niveau et on le voit parce qu'il ne s'est pas épandu là-dessus dans les réseaux. Je pense qu'il y avait. Il peut le faire après, mais pas avant. Et je pense même qu'il ne le fera pas forcément dans les réseaux. Il le fera peut-être en tête à tête. Il réglera ça. Mais voilà. Et ça, en fait, ça montre que finalement, les choses, pour moi, de l'extérieur, sont pas bien tenues. Quand on voit, tu en parlais tout à l'heure, Hugo Herr, c'est pas pour retirer la capacité d'expression des athlètes, mais qui à 48 heures d'une finale olympique donne une interview politique dans un journal politique, alors qu'on est, je pense normalement il doit être centré sur son objectif, et en plus il revêt le maillot de l'équipe de France, donc on est vraiment normalement dans une dynamique d'unité et tout. On doit représenter les Français. On doit rassembler et pas, voilà, on sait que la politique, ça nous a divisé pendant au moins les 6 ou les 3 derniers mois de manière assez intense. Et derrière, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a à qui ça n'a pas plu et qui sont allés chercher. Toi, tu es directeur de la performance. Oui. Tu as un athlète qui fait ça 2 jours avant les JO, qui permet de faire de la politique 2 jours avant la finale. Comment est-ce que tu réagis ? Qu'est-ce que tu lui dis ? Moi, je pense que je le sors même de la finale. C'est ultra dur ce que je dis, il y a rien de personnel, mais c'est que je me dis il est sorti de son truc, c'est pas normal, mais c'est que je me dis aussi, si à un moment un athlète se permet de faire ça, c'est qu'il pense qu'il a le droit de tout faire. Enfin, c'est ça que je me dis. Et derrière, et je pense que ça lui a causé du tort parce que derrière il y a des gens qui sont allés fouiller, exhumer des messages qu'il avait pu sortir. Justement, j'allais en parler. Effectivement, il attire les caméras sur lui. Il rentre dans la politique, donc tu as des sympathisants, des partisans. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit ? Il donne des leçons. Donc on va aller voir aussi un peu son passé. Et là, on se rend compte, on découvre un peu le poteau rose, des tweets racistes, homophobes, antisémites, qui ressortent. Une quantité de médias, enfin les articles que j'ai vus qui sont sortis. Du coup, il risque quand même de perdre ses sponsors. La Fédération française a dit qu'elle allait prendre des conséquences, et notamment, j'espère à raison, parce que quand on voit les propos qui ont été tenus, c'est des propos extrêmement graves. Là, au final, il s'est savonné la planche tout seul. Là, on est quand même sur un manque de professionnalisme. Je veux bien que la Fédé a ses responsabilités, mais est-ce qu'aujourd'hui, nos athlètes sont vraiment des vrais professionnels ? On peut se le demander. Oui, enfin, moi, c'est lunaire de voir ça, quoi. C'est lunaire. Là, de toute façon, c'est lunaire, mais on rejoint un truc qui s'est passé aussi avant les JO. C'est quand tu as des athlètes sélectionnés en équipe de France qui se permettent d'attaquer et de porter le doute sur un autre athlète de l'équipe de France. On en avait parlé dans l'épisode d'ouverture. Clairement, sur le marathon, Félix Bourg et Mehdi Frère qui font plus que mettre le doute sur les performances de Morad Amdouni.
c'est pas des choses qu'on fait. On peut penser des choses sur ses camarades de sélection, mais généralement, on s'en ouvre pas au grand public comme ça. Et là, je suis d'accord avec tout. La Fédé est pas responsable de tout, mais est-ce que, parallèlement, elle accompagne suffisamment les athlètes pour à un moment, c'est aussi de Oui, mais dire, tu sais qu'il y a des athlètes. vous permettez pas de faire ça. Tu connais un peu les coulisses, tu sais qu'il y a des on est athlètes sur qui le répondent sport pas aux individuel. messages du DTN, qui sont pas forcément très transparents sur ce qu'ils font. Tu les contactes, c'est très longtemps. C'est ça aussi quand je parle de professionnalisme. Moi, je veux bien que la Fédé elle a ses responsabilités, mais c'est impossible. On peut pas trouver un bouc émissaire. Il y a un moment donné, puis un athlète, c'est quelqu'un aussi, il sait que la solution elle vient de lui. Il sait que même s'il y a des difficultés, même s'il est pas aidé, c'est quelqu'un qui va se dire, ok, il va toujours essayer de vouloir intervenir sur là où il a de la maîtrise. Il faut protéger l'athlète, il y a eu des belles choses, mais on peut pas non plus se mettre des œillères parce qu'il faut se rendre compte que si tu regardes dans les autres sports, tu parlais des célébrations, on parlait de David Douillet, on voit des athlètes français, alors après on peut être contre, pour ces célébrations, et c'est vrai que ça donne l'impression que les athlètes français ne sont pas venus pour faire des médailles d'or. Je veux dire, il faut aussi se mettre à la place des autres. On est passionné, ok, mais il faut, voilà, là j'ai l'impression qu'on a, et si tu sais très bien qu'en finale olympique, les 3 premiers, même les 5 premiers, c'est des gens qui se battaient pour la médaille d'or. Parce que si tu viens juste pour faire un podium, tu finis 7e, 8e. Parce que les 5 premiers, ils vont se battre pour la première place. Donc forcément qu'ils vont arriver 2e ou 3e. Tu vois, quand tu te bats pour la première place, en France, on s'autorise plus le droit de rêver. Personne n'y croit. C'est normal qu'on est content d'être là, ce qu'on veut, et c'est normal qu'on profite. Mais l'image que ça renvoie, c'est pas ouf. C'est exactement ça. C'est parce que nous, on peut le comprendre en tant que passionnés d'athlètes, mais de l'extérieur, c'est pas compréhensible. Il faut que les athlètes le comprennent aussi, en fait. Ça, c'est pas pour remettre en cause. Moi, je comprends, par exemple, suite aux critiques de David Douillet, que Jimmy Gressier n'est pas apprécié. Après, juste dire à David Douillet, qui est double médaillé d'or, à une époque où le Japon dominait dans la catégorie reine du judo. Mais il a quand même, c'est un ancien ministre des Sports. C'était pas le bon. Enfin, dire ça au début des Jeux, c'était pas. Ce que je veux dire, c'est que. Et la performance de Jimmy était quand même. Ça, je suis d'accord. Après, je pense, malheureusement pour Jimmy, que c'était pas lui qui était visé à travers ça. C'était plus globalement, il y a une déception autour de l'athlète. C'était pas pour dire que ce qu'a fait Jimmy était nul, loin de là, puisque voilà. David Douillet, il connaît le sport, donc enfin voilà, même sans être un spécialiste d'athlète, il connaît, à mon avis. C'était juste pour dire, voilà, il y a des comportements, à mon avis, inappropriés. Il y a d'autres choses qui sont apparues. Quand tu fais un did not finish, que tu fais quand même que tu t'abandonnes et que tu fais quand même un tour d'honneur, ça pose question à des gens qui sont extérieurs parce qu'ils n'ont pas la même culture. Et il y a un autre truc pour revenir sur les comportements. Je fais un petit retour en arrière, c'est que, et là, je suis totalement d'accord avec toi. On peut pas changer la Fédé de tout. Maintenant, peut-être qu'il faudrait que la Fédé soit beaucoup plus stricte dans une forme de règlement intérieur. Toi et moi, on travaille. On n'est pas dans une Fédé, si tu veux. On n'est pas sportif dans une Fédé. Et tous les gens qui travaillent le savent. Si vous avez des propos ou des comportements qui nuisent à l'image de votre entreprise, mais vous êtes licencié pour faute grave, vous n'avez aucune indemnité, vous n'avez que dalle. Ça, c'est la réalité du monde de tout le monde. On l'a vu en foot. T'as des fois des joueurs qui ont des propos inadmissibles. C'est encore arrivé récemment avec une sélection étrangère et avec un joueur qui joue dans un club anglais. Ceux qui suivent sauront de quoi je parle. Où il va y avoir des procédures disciplinaires. Est-ce que tu penses que ça va avoir des répercussions ? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du changement ? Est-ce qu'on va mettre ça sous le tapis ? Comment tu vois les choses, toi, pour la suite ? Ça, c'est quand même la grande question. À la Fédé d'athlée, on a des élections en fin d'année. On va avoir un renouvellement au moins de président. Oui, mais est-ce qu'on a vraiment des gens qui peuvent faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des têtes d'affiche, des hommes, des meneurs d'hommes, des leaders charismatiques, des gens qui ont une vision sur du long terme, qui sont capables aussi d'aller chercher les financements ? Parce que il y a aussi ce côté. Mais comment tu vas chercher des financements avec ce qu'on a vu et les dérives qu'on a vues ? Alors, il y a plein de motifs d'espoir. Peut-être qu'on en parlera après. Mais tu es un investisseur étranger au monde de l'athlète. Tu vois un peu tout ce dont on a parlé, les histoires qu'il y a, machin, et un tel il fait ci, le machin pendant les JO, et les gars ils se tirent dans les pattes. Est-ce que vraiment je vais avoir envie de mettre de l'argent là-dedans ? Pas du tout. Mais il y a aussi, là aussi le public a sa part de responsabilité parce que tu peux pas expliquer un tel résultat que par une solution simple, c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Exactement. Les Français aussi veulent voir des sportifs amateurs.
Parce qu'aujourd'hui, un athlète qui va faire du sponsoring, qui va aller trouver des financements, il est critiqué sur les réseaux sociaux. Tu vois, un Léon Marchand, il est ambassadeur LVMH. Tu vois, un Teddy Riner, je veux dire, il gère très bien économiquement parce que c'est le nerf de la guerre aussi. Tu vois, un athlète, il y a des athlètes aujourd'hui qui vivent avec 20 000 euros par an. 20 000 euros par an. Comment tu veux sacrifier avec tout ce que c'est dur? Tu peux pas subvenir si t'as des problèmes dans ta famille, tu peux pas aider tes proches. Une carrière, c'est très court aussi. Aujourd'hui, il y a aussi un manque de financement parce qu'aussi aujourd'hui, les Français, on aime bien les athlètes, mais dès qu'ils gagnent un peu de sous, dès qu'ils arrivent à créer des structures ou à faire des placements de produits, ils se font défoncer sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, les Français ont du mal avec le côté professionnel du sport. On se cache sous des pseudo-valeurs. Il y a aussi ce côté que c'est charmant, un athlète qui galère. On aime bien voir ça, tu vois. Et regarde des athlètes qui performent aujourd'hui comme Jimmy Gressier, c'est des gens qui ont créé des petites entreprises, qui maîtrisent très bien ça. Et c'est pas anodin, tu vois. C'est pas anodin. Il y a des athlètes aujourd'hui qui sont ils sont pas dans des bonnes conditions psychologiques par rapport à des problèmes financiers qui peut les aider à ça. Et ça aussi, c'est aussi au rôle des encadrants de trouver des sponsors, des partenaires. Et c'est quand je dis qu'il faut être professionnel, c'est aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux te tout donner quand tu peux même pas c'est pas un 800 mètres qui va nourrir ta fille, hein. Ouais, clairement, mais en fait, c'est justement, tu posais la question de qui peut. Honnêtement, on n'en sait pas. Je pense que c'est plus une question de vision que de personne propre. En fait, ce qu'il faut pas oublier parallèlement, et c'est souvent ce que je dis aussi aux gens, c'est qu'il faut pas oublier qu'une fédération, c'est une instance politique. C'est pas une instance sportive. Ça gère du sportif, mais c'est une instance politique. Et en fait, il faut trouver le bon niveau de maillage entre la sphère politique économique et la sphère politique et économique et la sphère sportive. Il faut trouver le bon attelage qui arrive à joindre les deux. Savoir aussi si on s'engage dans une fédération qui met tout sur la haute performance ou qui finalement se dit moi je suis une fédération et le plus important c'est que j'ai beaucoup de licenciés et qu'il y ait beaucoup de sportifs amateurs en France. Ça c'est aussi des choix. Et ça c'est des choix. Parce que plus t'as licencié, plus t'as subvention. En fait, tu vois, là je mets le doigt sur quelque chose. C'est qu'on compte trop sur les subventions publiques. D'accord? Donc on va avoir une politique en se disant on va avoir plus de licenciés, comme ça mathématiquement les enveloppes budgétaires de l'État vont nous donner plus. Mais aujourd'hui ce qu'il faut, c'est aussi une meilleure communication. C'est aussi de donner envie à des acteurs privés de venir investir sur le sport. Parce que il n'y aura pas de performance sans moyens. Donc c'est le nerf de la guerre, tu vois, et il faut des hommes. Même dans les médias, tu l'as vu, nous, ce qu'on a fait avec Dans la tête d'un coureur, remets-toi, il y a 6 ans, l'accueil qu'on a eu, je veux dire, on envoyait des messages à des courses et on recevait comme réponse, non, on veut pas de blogueurs. Enfin, tu vois, quand on faisait des demandes de tournage, c'était, les médias étaient mal vus. Non, mais, on va pas parler de ça, mais, non, mais, tu vois aussi, je veux dire, aujourd'hui, Dans la tête d'un coureur, on est quand même un média, qui, on a des gros partenaires, tu vois, aujourd'hui. Donc on arrive à mettre des moyens et c'est pour ça qu'on arrive à faire ça. Mais c'est ce qui manque aussi, c'est le nerf de la guerre et on compte trop sur les subventions. Donc on est un peu c'est l'appauvrissement parce que les subventions, on sait que ça dort. On va chercher des partenaires qui sont des partenaires très corporate, tu vois, qui sont pas vraiment des marques qui font rêver les gens. Ça aussi, c'est les États-Unis, c'est leur force, c'est leur capacité à fédérer des acteurs privés. C'est ce qui manque, je pense. Mais après, les États-Unis, honnêtement, c'est aussi un modèle qui est axé très haute performance. C'est-à-dire que je suis pas convaincu. Alors côté running à part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des courses, le running est très développé. Je suis pas sûr qu'ils aient un tel maillage sportif amateur une fois qu'on est sorti du sport universitaire et du sport professionnel. Moi, je me rappelle avoir croisé des athlètes américains qui étaient dans des teams professionnels et qui chaque année disent faut que je fasse ce temps-là. Si je fais pas ce temps-là, je sors de la team professionnelle. Et pour moi, l'athlète c'est fini. Moi, j'arrête de courir, tu vois. Alors que nous. Alors peut-être qu'on s'en satisfait trop aussi d'avoir des athlètes de niveau national voire international et qui du coup vivent avec des bouts de chandelle comme on dit. En fait, il faut trouver le bon maillage. Après, on a aussi peut-être un défaut, c'est que l'athlétisme c'est quand même entre guillemets un sport noble. Enfin, on a tendance à dire que c'est le premier sport olympique, mais parce que nous on est dans l'athlé, et avoir aussi un petit phénomène d'entre-soi. Penser que un petit côté un peu élitiste là-dessus et peut-être un moment juste se redescendre sur terre, se dire de façon de manière autocritique, l'athlétisme français n'est globalement plus haut niveau. Qu'est-ce qu'on va faire pour remonter collectivement et aussi à un moment accepter. Je me rappelle
Alors je dis pas que c'est lié qu'à ça, mais lorsque la France a notamment brillé à Rio, il y a eu un resserrement très important sur l'élite française, notamment sur les moyens. Donc il y avait de moins en moins de gens qui étaient concernés par les aides, notamment fédérales, et ça avait fait grincer des dents, parce que au lieu d'aider, je donne des chiffres comme ça à la volée, 30 athlètes, on en aidait plus que 10, avec les mêmes moyens. Donc les 10, ils avaient vraiment beaucoup plus de moyens. Donc est-ce qu'on veut s'orienter là-dessus ? Ça peut être un choix. C'est pour ça que je dis, derrière, il y a des choix à faire. Et c'est quel choix on veut faire ? C'est des vraies questions. Est-ce que les athlètes derrière sont prêts à accepter ces choix-là et sont prêts aussi à jouer le jeu de cette professionnalisation avec toutes les contraintes que ça englobe. Fred, je te propose quand même qu'on parle un peu des épreuves de manière un petit focus. On va commencer par le 800 mètres. Parce qu'on a quand même eu des belles performances et on va les souligner. On a eu des très belles performances et le 800 mètres en fait partie. On devait avoir justement des chances de médaille avec Renelle Lamotte, avec Gabriel Tual. Comment tu analyses, toi, ce 800 mètres féminin et les performances auxquelles on a assisté ? Écoute, que ça soit l'un ou l'autre, je trouve qu'ils ont fait des. Alors, c'est pas pour oublier les autres qui ont concouru, hein, mais là, on va faire si on fait un focus individuel, athlète par athlète, on va pas s'en sortir. On va parler que des filles, en tout cas là pour le 800 des finalistes. Ils ont fait des très beaux JO parce qu'ils sont restés dans des standards internationaux. Renelle a quasiment jusqu'aux demi-finales couru en moins d'une 58 à chaque fois. Elle a pareil pour Gabriel Tual. Ils ont maintenu un niveau de performance très élevé. Renelle, c'est la première fois qu'elle est entrée en finale olympique, donc elle a confirmé que son état de forme avait bien été élaboré. Après, 5e, c'est à la fois proche et loin. Bien sûr, on aurait préféré 3e. On sentait que la marche était peut-être un peu haute, mais voilà, on peut pas. En tout cas, on peut pas lui dire que c'est une finale ratée. Gabriel Tual, pareil. Très belle course stratégiquement, même je trouve, aux avant-postes, qui prend des risques. C'est ce qu'il fallait faire. Il y en a toujours qui diront oui, il attaque trop et tout, mais c'est facile de dire ça après. Il y a Pierre-Ambroise Boss, il attaque très tôt et c'est comme ça qu'il est champion du monde. Et à un moment, faut y aller. Il a tenté, en tout cas. Les deux n'ont pas fait en tout cas, même s'ils ont certainement des regrets, évidemment, parce que quand on n'est pas sur le podium et qu'on vise le podium, on a des gros regrets. En tout cas, je pense qu'ils ne peuvent pas en avoir dans le sens où ils n'ont pas été spectateurs de leur finale. Ils ont été acteurs. Ça s'est pas terminé comme ils voulaient. Bon, ils peuvent ressortir en se disant, on a donné ce qu'on avait à donner et on peut sortir la tête haute. Et ça, c'est vraiment important. Sur le 1500 mètres, on savait malheureusement chez les hommes, Azzedine Abs qui n'était pas forcément sa meilleure forme, pas eu de miracle. Néanmoins, chez les filles, là, on a une révélation. Alors là, et d'ailleurs, tu l'avais dit, hein, c'est certainement une des athlètes les plus sous-cotées de la délégation, en tout cas de cette délégation olympique française en athlétisme, Agathe Guillemot. Qui a fait perf sur perf, qui a battu un record de France. Première française finaliste d'un 1500 mètres olympique de l'histoire olympique française. Et c'est vous dire le niveau de perf. Et 3 chronos, c'est 3 chronos sous les 4 minutes. Donc, honnêtement, idem. Même si évidemment. Sur des premiers championnats, des grands championnats olympiques. Elle fait 9e, donc évidemment, on va pas lui dire que c'est des très bons championnats parce qu'elle le voit pas comme ça. Elle le disait encore hier, et je trouve que ça, c'est aussi des bonnes réactions. La satisfaction viendra après, mais sur le coup, elle se dit pas, c'est chouette, j'ai fait 3 chronos sous les moins de 4. Oui, elle peut être satisfaite, mais je pense que hier, c'est la déception qui prédominait. Mais vraiment, l'athlète d'avenir. L'athlète d'avenir, notamment sur ce demi-fond court français, avec Gabriel, parce que Gabriel Tual a encore de belles années devant lui, on l'espère. Et l'athlète a un rendez-vous international qui arrive très vite, c'est les championnats du monde l'an prochain. Donc là, voilà, on ne se dit pas c'est rendez-vous dans 4 ans, c'est déjà rendez-vous l'an prochain pour ces athlètes-là. Alors sur 3000 mètres steeple, Alice Finot, 4e place. Voilà, on sait qu'Alice, c'est une fille qui ne cesse de progresser, de surprendre tous les observateurs. Et moi, j'ai regardé sa course. J'ai l'impression, mais ce serait bien d'ailleurs un jour que je pense qu'elle s'explique sur ça, parce qu'elle a forcément une perception, ça serait hyper intéressant de l'écouter sur ça, mais qu'elle attaque très très tard. Et quand on voit le finish qu'elle a, tu te dis, mais
est-ce qu'il n'y a pas un problème de gestion de course, quoi? Alors après, je suis pas un spécialiste du 3000, mais quand on voit le finish qu'elle est capable d'envoyer, on se dit mais pourquoi attendre si ça attaque 30 mètres un petit peu avant, parce que là tu rajoutais 30 mètres et elle faisait un podium, quoi. Et voilà, est-ce que dans la stratégie de course, c'est pas on n'est pas passé à côté de quelque chose? Alors c'est facile à dire, hein, et je sais pas trop. Faudrait qu'elle nous explique tout ça, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, qui es peut-être un petit peu plus expert? Comme tu le dis, je pense que la seule qui peut vraiment répondre, c'est elle ou son entraîneur. Parce qu'elle finit tellement fort. Elle nous a fait une spéciale Alice Finot. Elle nous l'a déjà fait l'an dernier. Elle revenir super fort. Elle a fini 5e aux mondiaux. Là, elle fait 4. Effectivement, on peut supposer que s'il y avait eu 30 mètres de plus, elle passait devant. À l'inverse, si elle avait attaqué 30 mètres plus tôt, est-ce qu'elle aurait tenu cette accélération? Il y a des athlètes comme ça qui sont capables, sur 300 mètres, 200, 250, de mettre une mine de ouf en fin de course. Mais s'ils partent avec le paquet, s'ils ont un rythme de course plus élevé qui leur permettent d'être à portée au moment de ce sprint-là, ne sont pas en capacité de le déclencher avec une telle intensité, avec une telle violence. Je pense, honnêtement, elle a conscience de ses forces. Je pense que si elle ne le fait pas plus tôt, c'est que peut-être elle sait qu'on n'a pas forcément les moyens. Parce que, évidemment, de l'extérieur, on se dit si elle avait attaqué 30 mètres plus tôt, si elle avait suivi un peu plus le rythme, peut-être pas en fait. Peut-être pas. Enfin, c'est assez délicat. Donc, elle joue avec ses forces. Il suffit. Après, devant, le niveau, il est monstrueux. Hein. Enfin, honnêtement, c'est comme sur 15 ans. Le niveau, il est monstrueux. Donc, ça a pas trop fléchi devant. C'est si ça fléchissait un peu plus, oui, elle passait. On verra l'an prochain. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille, c'est ce qu'on dit. Exactement. Alors sur le 3000 mètres masculin, alors pour moi, il est symbolique aussi de certaines anomalies. Le 3000 mètres steeple français, c'est de la technique. Généralement, on sait, Mayedine, Johan Kohl, quand ils ont brillé dans les grands championnats, c'est parce que justement, ils avaient cette force technique qui leur permettait de faire la différence, notamment avec des athlètes éthiopiens, kenyans, qui négligeaient un peu cette partie-là. Et donc, on avait une école du steeple qui était très technique. Et là, moi, je suis désolé, ce que j'ai vu techniquement, c'était pas au niveau, quoi. Des athlètes qui piétinent beaucoup devant les barrières, des passages assez laborieux. Et d'ailleurs, ça revenait souvent. Est-ce que vraiment nos steepleurs, ils étaient pleinement en possession de leur capacité? Je me pose la question. Il faut analyser ces performances-là. Alors le cycle, moi de toute façon, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'on a beaucoup perdu avec l'absence de Bedrani. Voilà, je reste persuadé qu'il aurait été en finale, et du moment que tu es en finale, quant à son passif international, tout est ouvert. Après, ça a été une grosse finale, hein, donc je dis pas qu'il y aurait eu podium s'il avait été là. Enfin voilà, il faut pas non plus aller dans ces excès-là. J'en sais rien. Sur le côté technique, alors, même si je suis l'athlète, je suis pas forcément le plus grand spécialiste, mais je me suis tourné vers Johan Kohl. Je lui ai demandé son avis. Alors je vais pas citer les noms derrière parce que je veux pas que déjà, je sais pas s'il serait d'accord que je donne son avis personnel sur les différents athlètes, mais globalement. Il m'a dit, il y en a un qui était, on sait qu'il était blessé, du coup, inévitablement, quand tu es blessé, tu es moins à l'aise sur l'obstacle, donc ça s'est ressenti. Il m'a dit, il y en a un autre, on sait que c'est son point faible, la technique, et le troisième, globalement, ça passait bien, mais aussi, il a peut-être aussi pas atteint sa limite, mais en tout cas sur cette Olympiade, sa limite. Donc, pour lui, il n'y avait pas non plus un gros déchet à ce niveau-là, puisqu'il estimait qu'un des athlètes, vraiment, ça allait. Qu'un autre était certainement limité par des problèmes physiques connus de toutes et tous, et le troisième dont on sait que c'est un peu le point faible. Donc à travers façon, c'est effectivement, on sait que quand on a moins de basse vitesse que les autres athlètes, c'est au niveau de la technique qu'on va compenser, que c'est certainement le travail sur lequel il va falloir insister. D'ailleurs, Alice Finot en avait beaucoup parlé, que le gros gap qu'elle a passé sur steeple était lié à l'amélioration de sa technique, en fait, plus qu'à sa vitesse pure, bien sûr, qu'elle a continué d'améliorer. Voilà, un sacré finish quand même. Mais oui, mais qu'elle avait déjà, parce que Alice, moi, quand j'ai connu cette athlète-là, c'est au championnat de France élite à Albi en 2016, elle était sur le podium sur 1500, donc c'est quelqu'un qui a une basse vitesse, quoi qu'il arrive. Sûr. Donc voilà.
Sur 5000 mètres, alors sur 5000 mètres, on en a parlé. Jimmy Gressier qui malheureusement ne passe pas les phases de qualificatives en raison d'un Covid qu'il a attrapé. Un Yann aussi qui pouvait aussi prendre un peu sa revanche avec un 10 000 mètres qui s'était pas très très bien passé. Il avait été un peu galvanisé dans le mauvais sens du terme par cette ambiance du Stade de France. Et un Hugo Hay qui malheureusement arrivait dans de très mauvaises conditions au vu de des attaques médiatiques qu'il a eu par rapport à ses tweets exhumés. Malheureusement, voilà, il n'y a pas eu de miracle non plus sur le 5000 mètres. Alors qu'on avait des espoirs avec un Jimmy qui était très proche des meilleures performances mondiales, un Yann avec un finish de feu de Dieu, Hugo Hay, voilà, qui reste quand même au-delà de l'extra sportif, qui reste quand même un coureur talentueux avec des qualités. Là aussi, on peut se dire que on est passé un peu à côté. Clairement, et moi la question que je me pose par rapport à Jimmy Gressier, c'est toujours facile de faire le match après, mais on en avait parlé juste après, toi et moi, et la finale du 10 000, j'ai dit le risque que je voyais dans sa célébration, qui est légitime de son record de France, et de profiter de l'ambiance, c'est qu'en fait les JO soient déjà finis émotionnellement et dans la concentration qu'il a. On sait bien qu'un athlète, quand il commence à relâcher, il sort un peu de sa course, en tout cas de son entraînement, et c'est souvent là qu'on tombe malade. Et il fête justement, je critique pas le fait qu'il fête son record national. Derrière, il tombe malade. Alors c'est le Covid, machin, mais on sait qu'on tombe pas. C'est comme les vacances, ouais. On sait que dès qu'on relâche c'est un moment, c'est quand on relâche, on sent que on relâche toute la pression. Est-ce qu'ils ont pas trop relâché à ce moment-là et que du coup, parce qu'il est pas si loin de passer en finale, Jimmy, avec les bousculades et tout. Et je pense même, parce que il est juste derrière Hugo Hay qui est qualifié dans sa demi-finale. Et je me dis, alors que c'est toujours facile, ça se trouve ça aurait été la même chose, ça se trouve il serait tombé malade quand même. Mais je me dis, sans toute cette célébration, en se réservant vraiment, il finit son 10 000, il se dit, moi maintenant j'ai un. Oui, mais ce qui n'était pas cuit avec la performance qu'il a faite aussi. Un 5000. Pour récupérer quand même des courses comme ça. Et ça, je suis totalement d'accord, parce qu'on le voit, Cheptegei, qui n'est pas le premier venu, qui est champion olympique du 10 000, a déclaré forfait pour le 5000. Il ne s'est même pas présenté aux demi-finales. Vu le niveau qu'il y avait, donc, et c'est sûr que c'était pas, tu vois. La question, c'est pour ça que je dis que c'est toujours facile de faire le match après coup, mais effectivement, moi je l'avais dit en début, mais après je ne suis pas son entraîneur, donc j'en sais rien du tout. J'avais moi en tout cas le sentiment de l'extérieur que sur 5000 la marche était moins haute et qu'il aurait pu sur une belle finale avec l'ambiance du stade et avec son caractère guerrier et ses qualités athlétiques avant tout, pouvoir faire un vrai truc. Ouais, mais quand tu vois la perf qu'il fait sur semi-marathon, tu vois, c'est pas aussi illogique de le voir un petit peu allonger la distance et essayer de voir qu'est-ce qu'il vaut. Voilà, je suis d'accord avec toi. Et ça nous fait une transition parce que le 10 000 mètres, moi, personnellement, le 10 000 mètres de Jimmy Gressier, j'ai trouvé quand même assez incroyable. Faut pas banaliser le chrono qu'il a fait, moins de 27 minutes. Il est à quelques secondes de Galen Rupp. Tu vois, Galen Rupp, c'était quand même, dans les grandes années, un athlète assez incroyable. Il est à 4 secondes de Galen Rupp. Enfin, la perf, elle est incroyable. Il est largement premier européen. Il est quand même dans le peloton de tête. Il prend les risques. Il ouvre en plus l'athlétisme, parce que c'est la première épreuve sur le fond français. Et là, on a quand même un athlète qui a répondu présent. De toute façon, le niveau était tel que voilà, il faut aussi être objectif par rapport à ça et les temps de passage. Mais ça fait plaisir, quoi. Cette performance d'avoir un Français sous les 27, c'est quand même incroyable. On a assisté à une finale du 10 000 mètres qui est, je pense, historique. Ça, c'est clair. Il y a 13 athlètes qui sont sous l'ancien record olympique. Dont Jimmy, Voilà, donc le dernier à être sous le record, c'est Jimmy. Et ce record olympique était détenu par un certain Bekele. Donc c'est pas un record olympique anecdotique qui a été fait en 28-30 parce que c'était une course tactique. C'est un vrai chrono. Donc effectivement c'est une course de ouf, un niveau de ouf, encore malheureusement pas suffisant pour aller titiller les meilleurs. Voilà, donc je pense que lui, son entourage savent très bien ce qu'ils ont encore à travailler. S'ils restent sur ces distances-là, au moins pour les mondiaux prochains, ou si tout de suite ils vont allonger, enfin c'est eux qui ont la réponse. Mais ils savent qu'il y a encore énormément de travail. Moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'on commence à dire, ouais, c'était le premier européen. Ouais, on s'en fout. Enfin,
Dans un sens, on s'en fout. Ouais, que mais ce soit t'es obligé de le premier prendre en compte quand même. Non, on est dans une finale olympique, c'est international, donc on commence pas à faire des classements comme ça, parce que sinon après. Ça, c'est le coach qui parle. Non, mais parce qu'après, au championnat d'Europe, on va se retrouver à faire des classements. C'est le premier Français. Enfin, en l'occurrence, non, sur les derniers Europe, mais parce qu'il est arrivé diminué aussi. Mais c'est on est dans une course internationale. Voilà, mais il fait une course de fou qui, je pense, laisse présager beaucoup de choses, parce que Jimmy, il en parle beaucoup, donc là j'apprends rien à personne. C'est pas quelqu'un qui fait de l'athlète depuis qu'il a 10 ans, donc il a encore énormément de choses à améliorer, travailler, et je pense que il a pas encore montré de quoi il était capable. Hein. Et je pense que ce type de course et ce type de chrono ne peuvent que le renforcer dans sa conviction qu'il peut réaliser de très très grandes choses. Après, on parlait tout à l'heure des raisons qui peuvent expliquer cette déception sur l'athlétisme français. Mais il y a aussi ce manque de collectif, tu vois. On a des Français aussi qui s'entraînent un peu seuls, qui sont un peu éparpillés, il n'y a pas d'émulation. Et tu vois, je pense qu'un Jimmy Gressier, il a l'INSEP, mais il a besoin aussi de partenaires d'entraînement. Il faut aussi que l'INSEP accueille un peu plus, tu vois, d'athlètes ou réunisse, parce qu'on sait que la performance, elle vient avec la densité, elle vient avec le challenge. Tu sais que plus il y a de performance, la performance, elle est directement corrélée à la densité. Et on a des athlètes qui sont quand même assez esselés, qui s'entraînent seuls. Les vélos sur les séances, c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on va gagner des finales olympiques. Il faut créer des émulations. Et je pense qu'on en a pas parlé, tu vois, je reviens sur ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut créer un collectif. Et il faut que les Français aussi se confrontent plus régulièrement, soient présents dans les grands championnats, qui n'ont pas peur de se croiser, qu'il y ait une émulation qui soit faite. Tu vois, là, on a un Yann Schrub et on a un Jimmy Gressier. Pourquoi ils s'entraînent pas ensemble, bordel? C'est ça que moi non, mais c'est vrai, tu vois. Mais pourquoi tu les mets les deux ensemble? Putain, c'est Vegeta et Sangoku, et c'est une fusion, tu vois. Non, mais c'est vraiment là, il y a une piste de réflexion à ça. Ils s'entendent bien en plus, tu vois. Non, mais personnellement, honnêtement, ce modèle-là, j'y crois pas. Pourquoi attends, les États-Unis avec l'Oregon Project, on voit les Éthiopiens, on voit les arrêtes. Ouais, il y a des groupes. Ou alors au moins ils ont des partenaires d'entraînement qui sont solides. Justement, on va parler par exemple des Éthiopiens ou des Kenyans. Moi, je pense que là où tu as raison, c'est qu'il faut que les Français se confrontent plus souvent au niveau international, au très haut niveau international. L'athlé, notamment la course, ça reste un sport individuel. Moi, honnêtement, tu vois les groupes d'entraînement, en tout cas moi ceux que j'ai pu observer de près, notamment en Éthiopie ou même au Kenya, les groupes d'entraînement, ils sont constitués autour d'un athlète. Et tous les gens, un peu comme en cyclisme, tous les gens autour, ils sont là pour aider l'athlète. Mo Farah, quand on le croise en Éthiopie, il s'entraînait pas avec ses rivaux. Kipchoge, il s'entraîne pas avec ses rivaux. Bekele, il s'entraîne pas avec ses rivaux. D'accord. Alors mais ils ont des partenaires d'entraînement. Okay. Mais là, je suis d'accord avec toi. Prends la boxe, prends le judo, prends la lutte. Est-ce que ces sports-là, ils n'ont pas compris qu'il fallait des partenaires d'entraînement? D'accord, c'est la même chose en course à pied. La course à pied n'a pas encore compris qu'il fallait des partenaires d'entraînement et qu'il fallait quand même si tu n'entraînes pas avec tes rivaux directs, t'as quand même besoin d'être au contact des meilleurs. Nos athlètes, ils font leur séance avec leur entraîneur sur les vélos. C'est bon, ça marche pas. Pourquoi ça marche dans la boxe? Pourquoi ça marche dans la lutte? Là où je suis d'accord avec toi, c'est que il te faut des partenaires d'entraînement. Mais tes partenaires d'entraînement, ça peut pas être tes rivaux, même si t'es ami à côté. Honnêtement, ça ne peut pas. Mais est-ce que franchement, est-ce que Yann Schrub, c'est le rival de Jimmy Gressier? Non, c'est quand tu te bats pour la médaille d'or. Alors on reste. Ouais, mais dans ces cas-là, on reste sur une logique championnat de France, championnat d'Europe. Non, mais c'est l'athlète qui, même en championnat international, en tout cas sur les Europes, a été devant lui. Donc, dans l'absolu, c'est entre guillemets, c'est un rival. Donc, tu peux pas, honnêtement, tu peux pas. Sur des regroupements, des fois en stage, tu croises des athlètes avec qui tu es directement concurrent. Donc, des fois, tu t'entraînes avec eux. Mais globalement, c'est pas un système. Teddy Riner, il s'entraîne pas avec les mecs avec qui il va se retrouver dans le dernier carré au championnat du monde de judo. En fait, honnêtement, dans les sports individuels, c'est pas possible. Voilà. D'accord, mais il faut quand même créer des groupes. Évidemment, d'accord. Parce que là où je suis d'accord, c'est qu'il faut trouver des gens, comme tu parlais de la boxe, comme les sparring partners. Il faut des gens à qui tu peux te mesurer, parce qu'effectivement, suivre un vélo, c'est pas suivre un athlète. Parce que quand tu suis un vélo, c'est ton entraîneur, il y a de la bienveillance, tu sais qu'il est là pour te pousser, même si des fois tu détestes ton entraîneur, machin, ça reste ton entraîneur. Quand tu te fais le combat avec un autre athlète, avec un autre humain, tu as des sentiments qui peuvent ressurgir et qui là peuvent te pousser plus dans les retranchements. Mais voilà, mais après ça se construit. Il me semble que
c'est aussi ce qu'il essaye de faire avec son Lions Track Club. Au-delà et ça marche d'ailleurs. Attends, excuse-moi, mais dans les Français, voilà. ces modèles-là, ils semblent quand même marcher, quoi. Et il en est qu'à ses débuts. Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit regrouper tout le monde, parce que est-ce qu'on doit regrouper tout le monde au même endroit? Non, mais on peut faire avec les Italiens, on peut faire avec les Allemands, on peut faire, tu vois, des échanges. Ouais, mais chaque nation veut protéger ses. Déjà, quand tu vois, honnêtement, il faut aussi dire comment ça fonctionne l'athlé. Quand tu vois que un certain nombre d'entraîneurs, ils n'aiment pas trop parler de ce qu'ils font parce qu'ils ont l'impression d'avoir une recette magique et tout. Déjà, entre athlètes français, machin. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont aller échanger avec des nations concurrentes? Ça arrive quand même. Si à l'INSEP, tu as des athlètes de pays. Oui, bien sûr que ça arrive, mais bon. Allez, bon, on n'est pas là pour distribuer des bons points ou des cartons rouges, mais bon, c'est quand même aussi le principe du talk qu'il faut s'y faire. Pour toi, chez les Français, l'athlète vraiment qui a réussi ses jeux, si tu devais en retenir un ou une, tu choisirais qui? Un ou une, c'est dur. J'ai le droit à une féminine et un masculin, au moins, là, pour... Bah, chez les féminines, je veux dire Agathe Guillemot. Ouais, Alice Finot a réussi ses jeux, mais Agathe Guillemot, on mesure pas la performance. Elle a fait 3 courses de très haut niveau et elle était pas. Comme on l'a dit, elle est sous-cotée. Et sous-cotée, c'est pas le jugement qu'on porte nous, mais c'est certainement la moins connue, c'était la moins attendue. Je pense qu'elle a réalisé vraiment un truc de ouf. Et chez les hommes, bah pareil, ça se dispute entre Gabriel Tual et Jimmy Gressier, mais je mettrais quand même Jimmy Gressier pour son niveau de performance en finale. On a quand même eu des belles choses. Ouais, on a quand même eu des belles performances. Il faut pas que ça efface aussi les contre-performances que ce qu'ont fait ces athlètes-là. Voilà, et bravo à eux et à leur staff aussi, à leur entraîneur, à leur équipe, parce que ça fait plaisir, quoi. Non, mais c'est pareil, tu vois, on parlait du steeple et je veux pas du coup que les steeplers qui étaient engagés pensent non, que mais je aussi pense ils sont adaptés à l'agenda. Mais quand tu vois la course de Nicolas-Marie Daru, je crois 34 ans, 35 ans, premier champion international, il commence par les JO à Paris. Et qu'honnêtement, il est au contact jusqu'à 600 mètres de l'arrivée. Qui fait la meilleure perf, je crois, des Français d'ailleurs. Il a fait le job. Il a reconnu qu'il était court pour la fin, mais il a fait le job. Et ça aussi, on sait qu'il est allé au bout. On sait qu'il est allé au bout et qu'il a. Enfin, je veux pas dire qu'il. Bien sûr, il est éliminé en finale, il a des regrets, mais se dire, bah voilà, il peut sortir la tête haute de ces championnats. Ok. Un marathon des Jeux Olympiques de Paris très attendu, avec un parcours complètement atypique. Un Eliud Kipchoge, un Bekele, des Français aussi qui pouvaient bien figurer dans le top 10. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce marathon olympique, Fred? Ça a été deux super courses avec un énorme engouement populaire sur le parcours. Moi, j'étais à 2 points du parcours, en haut on va dire de chaque portion de côte, c'est-à-dire à la frontière Ville d'Avray-Versailles et après sur la route des Gardes du côté de Chaville. Énormément de monde, une bataille épique sur les deux courses, sur la course masculine et féminine. On a des records olympiques. Ce que laissait pas présager la typologie du parcours, donc ça c'est juste fou. Voilà, moi des beaux vainqueurs dans les 2 courses, donc Tola chez les hommes et Sifan Hassan à la fin de son marathon olympique, 5000, 10 000 marathon, elle finit avec l'or sur marathon, juste ouf comme on dirait, et voilà des Français qui ont répondu avec leurs armes, qu'on aurait espéré mieux classer évidemment, mais qui, je pense, est assez représentatif du gap, même si le marathon français, tant masculin que féminin, a fait d'énormes progrès ces dernières années, montre encore tout le gap qui nous sépare du plus haut niveau. On disait tout à l'heure, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Si on avait un Morad Amdouni dans la forme qu'il avait lors du record de France sur le marathon de Séville, on aurait pu rêver au moins d'une place de finaliste, c'est-à-dire top 8 et pourquoi pas un podium, voilà, parce que Tamirat Tola qui gagne un record en 2h03.10, Morad c'est 2h03.46, il me semble, donc ça reste assez proche, mais voilà, c'est une super fête populaire pour un marathon dans un cadre exceptionnel. Ça donne vraiment, ça change des parcours un peu chiants où on a des boucles dans les centres-villes, des 4 boucles de 10 km. Là, c'est vrai que là, c'était quand même du spectacle. Les gens se rendent pas compte. 2h06 sur ce parcours.
franchement, c'est l'une des performances les plus impressionnantes des Jeux Olympiques. Et franchement, le parcours, il est très, très, enfin, c'est stratosphérique. Faire le record olympique sur ce parcours-là, c'est stratosphérique. Nos Français, quand même, on sait que Nicolas Navarro, voilà, a eu quelques petits pépins de physique. Je pense qu'il avait les armes pour faire un top 10, réellement. Il a quand même répondu présent parce que mine de rien, c'est le premier. Hassan Chadi, voilà, qui remplace un peu au pied du lit. Il faut savoir qu'Hassan Chadi avait été annoncé comme au départ, mais l'obtention de son départ, il l'a eu qu'à minuit 30. Parce que même si on a communiqué sur sa venue, il faut l'inscrire 24 heures avant. C'est les règles du CIO. Et donc, il y a une bataille entre la Fédé et le CIO pour obtenir le dossard. La chance, c'est que forcément, c'est en France. Le marathon, je pense que ça a aussi joué. Parce qu'à mon avis, si ça ne jouait pas en France, Hassan, il prenait pas le départ. Hein. On n'aurait eu que 2 Français. Hein. Là aussi, sur l'organisation, on peut se poser des questions. Félix Bourg, qui quand même, mine de rien, avec ses réclamations... Tu vois, tu pouvais pas être serein, il était pas sûr à ça a dû forcément jouer. Là, dans la sélection aussi de l'équipe de France de marathon, il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'on aurait pu faire différemment. Et compte tenu de la situation, on a quand même des athlètes qui ont répondu présent et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans la forme du jour. Je pense que franchement, que ce soit Hassan ou Nicolas Navarro et Félix, j'ai un petit peu moins suivi tout ça, mais en tout cas, eux, je pense qu'ils étaient à 200%. Franchement, dans la forme qu'ils avaient, c'était à 200%. Il y a pas de doute à avoir. Et même faire moins de 2h10 pour Nicolas Navarro sur ce parcours-là, c'est stratosphérique. C'est clairement stratosphérique. Et je dirais presque la plus grosse perf, c'est pour rien enlever à Nicolas évidemment, mais les conditions dans lesquelles a couru Hassan, c'est juste fou, comme tu dis. Il a eu vraiment la confirmation absolue dans la nuit. Alors donc ça lui a peut-être donné le petit pic d'adrénaline, un peu de coup de fouet. Puis montrer aussi qu'il avait sa place. Voilà. Et chose qu'il a prouvé. Hein. Mais fait à 2h10, parce que là on parle de Tola qui fait 2h06, Tola il est à 2h03. Donc en gros il rajoute 3 minutes sur son chrono. Hassan il rajoute moins de 3 minutes sur son chrono par rapport au parcours. Donc c'est vraiment une sacrée perf. Ouais, alors on pourrait refaire l'histoire si. Mais moi je suis super fier de ce qu'ils ont fait. Ils ont tenu leur rang, ils se sont pas cachés. Et donc ils y sont allés, puis ils ont été soutenus tout le long du parcours, donc ça fait plaisir quoi. Ça fait vraiment plaisir. Chez nos Françaises, course un petit peu plus compliquée, j'ai l'impression. Plus compliqué. Mélodie Julien a fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire elle attaque un peu vite. On pourrait dire est-ce que vraiment c'est raisonné à chaque fois. Elle s'est portée en tête. Elle a même mené la course à un moment avant le passage au 15e. Elle le paye sûrement parce qu'elle finit très loin, 74e en 2h42, très loin de ses standards. Mais au moins elle a tenté. Et je pense que c'est aussi comme ça. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Elle est allée devant, elle s'est pas cachée. Méline Ronin, qui a été pour le coup elle plus modérée dans son départ, fait quasiment le même chrono. Elle finit à 2-3 places ou 4 places d'écart avec un chrono de 2h40. Et Megdes Voldou, qui est la plus expérimentée de nos marathoniennes, pareil, répond présente au niveau qui est le sien, avec une 20e place. Mais on l'avait dit aussi, nos meilleures marathoniennes sont à entre 10 et 12 minutes des meilleures marathoniennes mondiales. Donc, espérer qu'elles soient finalistes ou même un top 10, ça serait pas raisonnable. Ça aurait pas été raisonnable de leur mettre cette pression-là. Je pense qu'elles le savaient. Elles ont fait des courses différentes. Elles ont tout donné. Donc félicitations à elles. Et puis on est, alors à part Megdes, même si elle n'a pas tant de marathons que ça, mais c'est une athlète qui a une certaine expérience. Que ce soit Méline Rollin ou Mélodie Julien, ça reste des jeunes athlètes qui ont l'avenir devant elles. Elles ont déjà placé le marathon féminin à un haut niveau. On sait que les minima, notamment pour les mondiaux l'an prochain, sont encore plus élevés qu'ils ne l'étaient pour les JO. Donc j'espère qu'elles vont progresser encore. Ouais. Elles vont encore progresser. Et puis elles ont sorti le marathon français des ténèbres, parce qu'avant elles, on n'avait pas grand-chose. Et pour le coup, t'en parlais, je pense qu'à un moment, il faut que ces athlètes intègrent un groupe, ou au moins, moi je le vois. Surtout sur marathon, je le vois beaucoup. Sur marathon, c'est beaucoup de bornes, et si tu fais toutes ces bornes seul, à un moment, ça te flingue. Voilà. Même le moral, la mentalement, motivation, c'est difficile. Mais l'avenir est devant elle, donc je suis assez confiant là-dessus. Allez, avant de se quitter, Fred, on a une échéance. Il y a les championnats du monde, mais si on prend une échéance olympique, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles. Est-ce que tu penses
qu'on fera mieux? Est-ce que tu penses, je veux dire, mieux, c'est pas difficile. On peut faire 0, remarque. Mais est-ce que tu penses qu'on fera mieux? Est-ce que tu y crois? Est-ce qu'on va avoir des révélations? C'est ce que disait un petit peu Romain Barras, hein, donc sur la performance à la Fédé. Il faut laisser le temps au temps. On a des choses qui sont bonnes, on a des talents qui vont éclore. On va aussi peut-être tirer les enseignements de toutes ces courses, de tous ces championnats. Est-ce qu'on peut y croire? On peut toujours y croire, ça coûte rien, je dirais. Entre guillemets, le bémol qu'on pourrait mettre, c'est de se dire que sur des JO qu'on lui a à Paris, à la maison, on a eu des difficultés à mettre les moyens, vraiment se remettre en cause pour arriver au top et vraiment de manière ordonnée. Donc, est-ce qu'on y arrivera pour des JO à l'étranger? J'espère. Et le contre-exemple, c'est que nos meilleurs JO en athlée, ça a été Rio. Donc, ça a été des JO qui n'ont pas eu lieu à la maison. Si on s'est vraiment tiré, on va dire, les enseignements de ce cycle, de cette Olympiade, parce qu'une Olympiade, c'est 4 ans, et de savoir ce qu'on a bien fait et moins bien fait, oui, on peut faire mieux, parce que je pense que des talents, on en a plein en France. Voilà, il faut juste peut-être certainement mieux les accompagner et qu'eux aussi prennent plus conscience des exigences du très très haut niveau international. Et qu'il ne suffit pas d'aller briller sur des Europes, mais à un moment, si on veut briller au niveau international, les Europes, c'est le step en dessous et qu'il va falloir briller bien au-dessus et tout organiser autour de ça. Merci beaucoup Fred d'avoir participé à cet échange et pour nous avoir parlé, donné ton analyse avec beaucoup de sincérité. Merci à toutes celles et ceux de nous avoir suivis jusqu'au bout. On va prendre une petite pause. On se retrouve cet été, fin août, sur Chamonix à l'occasion de l'UTMB. Encore merci pour cette incroyable saison 6. On a battu des records d'audience. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc on voulait, du nom de toute l'équipe, vous remercier chaleureusement. Profitez bien de vos vacances et rendez-vous fin août à Chamonix pour une course qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle autour du Mont Blanc. Hâte de vous retrouver. À bientôt. À bientôt.